Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission qui va parler des médias de Star Wars. Alors aujourd'hui on a terminé en fait un arc narratif qui sont les Chevaliers de l'Ancienne République, donc vous pouvez voir à peu près là les 8 premiers tomes. Je n'ai pas le 9e pour la simple bonne raison que j'ai donc découvert en fait son existence au moment de l'écriture de l'épisode en fait le concernant. En même temps, l'épisode n'apporte pas énormément de choses au niveau narratif, donc pour l'instant c'est pas une priorité d'achat. Alors, pour en revenir un petit peu en fait au scénario, donc j'ai pris quelques notes parce que les noms, j'aimerais pas les écorcher. Donc le scénariste c'est John Jackson Miller, qu'on a notamment pu voir dans un roman pocket qui s'appelle Kenobi, et qui a principalement travaillé sur Star Wars et sur Star Trek. Donc quelqu'un qui connaît très bien les univers de science-fiction. Et le coloriste c'est Michael Atiyeh, quelque chose comme ça, en fait, qui par contre a travaillé sur plusieurs séries, donc beaucoup de séries Star Wars, mais également chez les comics plus traditionnels, type Marvel ou DC. Il me semble qu'il a même travaillé sur des comics un peu différents, dans d'autres branches complètement différentes. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que en fait on a plein de coloristes, de dessinateurs qui vont se relayer. Alors principalement on va avoir pour la plupart des tomes Brian Ching, qui va travailler sur la quasi-totalité des tomes de la série, mais on va avoir d'autres dessinateurs qui vont venir se greffer à droite à gauche. Brian Ching lui a travaillé sur quasiment tous les tomes, c'est pour ça qu'à chaque fois on va retrouver à peu près le même style graphique d'un tome à un autre, histoire de ne pas perdre complètement le lecteur. Par contre, certaines bandes dessinées auront des thèmes graphiques un peu plus sombres. Je pense notamment à l'un des plus sombres, c'est l'histoire du vaisseau abandonné en fait dans l'espace, où on a le site, le petit site qui se manque de tuer Jarael, où on a un aspect beaucoup plus sombre, beaucoup plus torturé dans l'image que dans des récits un peu plus enfantins, donc par exemple sur Audrine dans le tome 5, où on va avoir des fois certains côtés un peu même cartoonesques de certains personnages. Ça arrive assez régulièrement qu'on ait sur ce type de production des scénaristes, toujours le même scénariste de façon à avoir un fil conducteur logique, mais également des modifications de dessinateurs, des ajouts de dessinateurs, de façon à avoir des pattes différents, des styles différents. Surtout que souvent les dessinateurs seront cantonnés à... Alors autant par exemple on va avoir un dessinateur principal qui va se charger des histoires qui font vraiment avancer la trame, alors que les dessinateurs secondaires seront plus dédiés à des petits épisodes à côté. Alors la petite particularité de cette série, c'est que je vous ai dit qu'elle comportait 9 tomes, et ben en réalité c'est pas tout à fait vrai, puisque il y en existe un 10e qui vient en réalité s'intercaler entre le 4 qui est là-bas et le 5 qui est ici. Et il s'agit tout simplement de Star Wars Vector, en fait, que j'ai donc ici, qui est une bande dessinée à part entière. Alors la petite particularité de Vector dans la bande dessinée, c'est qu'elle va se concentrer sur un personnage, le personnage de Céleste Morne, donc on a évoqué dans cette histoire. Et pourquoi alors que au niveau des États-Unis, en fait, c'est paru dans le fil conducteur complet de cette histoire-là, et ben on a décidé, alors je sais pas s'ils ont vraiment décidé ça aux États-Unis ou en France, d'éditer cette histoire dans la série Vector. Alors la série Vector est une série un petit peu particulière dont on sera amené à reparler plus tard, pour la simple et bonne raison que le personnage principal, qui est donc Céleste Morne, va rencontrer en fait plusieurs personnages de l'univers étendu. Donc là par exemple tout simplement il rencontre Zane Carrick, mais on peut voir également sur la couverture de cette BD qu'on a Luke Skywalker, donc Zane Carrick, Dark Vador et Cade Skywalker, qui est donc le dernier descendant des Skywalker connu à ce jour. Et je pense pas, vu la fin de l'univers étendu, qu'on en connaisse d'autres. La petite particularité, voilà, c'est que Céleste Morne, étant donné qu'elle va subir des transes ou des hibernations, on va dire, de manière un petit peu successive, elle va croiser à différentes époques différents héros de la lignée Skywalker. Alors, pour attaquer un petit peu plus ce dont on parlait dans le dernier interlude, le tout premier interlude, sur ce que apportent réellement en fait ces bandes dessinées à l'univers Star Wars, je vais commencer par parler de Vector. Ce qu'on peut voir, et ce qui est assez étonnant,
c'est que c'est tous des Skywalker en dehors de Zenkarik. Ce qui a amené une question, beaucoup de fans se sont posé la question de savoir si Zenkarik n'était pas un ancêtre des Skywalker. À ce jour, il n'y a qu'une seule planche qui permet, on va dire, d'étayer cette hypothèse, où justement, en dehors de cette couverture-là, en fait, c'est à peu près le même principe, c'est on va avoir, alors il me semble que c'est au tout début de la bande dessinée, voilà, on a cette planche-là, où on voit donc, quand les Jedi du Covenant se demandent où est-ce que ça se passe, et là, on a Dark Vador, Luke Skywalker, Cade, qui disent « ça se passe maintenant ». En fait, tout simplement parce que la vision qu'ont les maîtres Jedi à ce moment-là va prendre place à plusieurs moments dans le temps. On parle bien sûr de l'invasion des Rakghoul. Et c'est cette seule planche en fait qui met en relation tous les Skywalker et Zenkarik. Ce qui est assez étrange. Donc du coup, on a énormément de théories qui ont popé sur internet en disant c'est Zenkarik qui est un ancêtre des Skywalker. Son pouvoir en plus dans la Force étant assez particulier, puisqu'il s'agit d'un pouvoir d'équilibre, on peut estimer que c'est un pouvoir qui est lié à l'élu, puisque l'élu doit rapporter l'équilibre dans la Force. Et peut-être que là, Zenkarik est l'incarnation même de ce pouvoir-là. En fait, il est le premier détenteur de ce... Voilà, désolé. Il est le premier détenteur de ce pouvoir. Et potentiellement, le premier de la lignée des élus. Si on considère que tous les membres des Skywalker sont des élus. Ce qui n'est pas le cas du tout, puisque par exemple Leia ne l'est absolument pas, et pourtant c'est une Skywalker. Alors, plus généralement au niveau de cette série, qu'est-ce qu'elle a pu apporter dans l'histoire ? Pour une fois, on voit un Jedi qui est le héros de l'histoire, qui n'est pas le plus grand Jedi de son temps. C'est souvent le problème qu'on a avec l'univers étendu de Star Wars, c'est que très souvent le héros c'est le plus grand Jedi de son époque, comme par exemple Revan qui transcendait la Force. On avait eu Luke Keldroma qui était extrêmement puissant, Exar Kun pareil, Freedon Nat pareil. Voilà, on a un peu cette pléthore de personnages qui sont tous plus puissants les uns que les autres, et c'est assez dommage au final de se dire qu'ils sont tellement puissants, on les considère de base comme étant tellement puissants que est-ce que vraiment il y a un impact, est-ce que vraiment il va leur arriver quelque chose ? Indirectement, on pourrait se dire également que à chaque fois c'est le héros d'une histoire et on reste dans l'univers Star Wars, donc finalement le héros a assez peu de choses à craindre. Sauf que là, ce qui est assez particulier, c'est qu'on est face à un Padawan, donc quelqu'un qui n'est pas formé à la Force, qui va se confronter à des maîtres Jedi, à une galaxie entière à sa poursuite, et grâce à son pouvoir un petit peu mystérieux, cette chance et malchance qui s'équilibrent constamment, il va arriver à s'en sortir, ou parfois tomber dans les griffes d'ennemis encore plus puissants, comme quand il est capturé des fois par des Mandaloriens, ou par les Jedi du Covenant, ou sur Taris par les becs cachés. Voilà, il y a plein de moments où sa chance joue contre lui, et des fois où sa chance joue avec lui. Moi j'apprécie beaucoup le personnage de Zenkarik parce que il a ce côté un petit peu loser du mec qui est pas super à l'aise dans ce qu'il fait, qui pourrait être par exemple un peu monsieur tout le monde, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui on a voué à une vocation de Jedi, mais lui-même ne se sent pas spécialement Jedi. D'ailleurs il le dira de nombreuses reprises, même s'il utilise la Force et qu'il accepte d'utiliser la Force et son sable laser, c'est pas pour autant qu'il se considère comme étant un Jedi. D'ailleurs, à nombreuses reprises, quand il débarque, sabre laser à la main, on lui dit « Oh mon dieu, c'est un Jedi !» Il fait « Non, je suis un ex-Jedi. » Et même à la fin, quand dans le dernier tome, Jarael lui demande quel est son point de vue sur les Jedi, je vous invite à revoir l'épisode pour vraiment la toute fin, lui il dit qu'il ferait un très mauvais Jedi, et que de toute façon, même si il était dans l'ordre Jedi, je pense qu'il l'aurait viré depuis très longtemps. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que on a pour une fois un personnage qui est conscient des pouvoirs qu'il possède, qui est conscient en fait de la responsabilité qu'il porte, et pour autant qui va pas spécialement chercher à avoir plus de pouvoir, à conquérir l'univers. Si je reviens un petit peu dans le passé de l'univers étendu, on a par exemple Exar Kun qui est assoiffé de connaissances et qui du coup va sombrer du côté obscur. On a Luke Keldroma qui lui pareil est un très grand Jedi, un très grand combattant, et qui, pour venger entre guillemets la mort de son maître, va se pervertir. On a toujours en fait des Jedi qui sont très puissants, qui sont considérés comme étant presque intouchables et qui, par le côté obscur,
et qui finissent systématiquement par sombrer dans le côté obscur. Ce qui est absolument pas le cas de Zen Karik, alors que c'est sans doute l'un des Jedi qui aurait le plus eu en fait de raison de sombrer du côté obscur. Il a été persécuté par les Jedi, il a été persécuté par des chasseurs de primes, par des Mandaloriens, il avait la galaxie aux fesses en permanence, et malgré ça, il est resté droit dans ses bottes, il faisait ce qu'il estimait être juste, et à aucun moment en fait il ne s'est rapproché du côté obscur. Il a pu avoir des accès de colère à certains moments, mais à aucun moment en fait il s'est mis subitement à utiliser des pouvoirs du côté obscur de manière complètement random, comme ont pu le faire certains Jedi par le passé, ou d'autres le feront dans le futur, où on va voir d'un coup un Jedi qui va déchaîner des éclairs de force alors qu'il n'a jamais appris comment faire, sous prétexte que le côté obscur commence à le dominer. En marge de son histoire, il y a tout le conflit avec les Mandaloriens qui a une importance beaucoup plus importante. Le conflit avec les Mandaloriens concerne toute la galaxie. Le problème de Zen Karik ne concerne que Zen Karik et les maîtres du Covenant. C'est tout. Donc on est sur une histoire en fait, c'est un personnage qui va servir en fait de fil rouge tout simplement à suivre différentes évolutions dans l'histoire des Mandaloriens, à amener la guerre des Mandaloriens. Tout le problème c'est qu'on ne peut pas aborder Revan. Pour la simple et bonne raison que Revan doit rester mystérieux, on ne doit pas connaître son visage, on ne doit pas connaître son passé, on ne doit pas connaître Revan avant d'avoir joué au jeu vidéo Knights of the Old Republic, premier du nom. Parce que sinon ça casse un peu le mythe, c'est-à-dire qu'on sait déjà qui on est, si on sait à quoi on ressemble, toute l'histoire est complètement bousillée. Le fait est que Revan c'est un peu comme Yoda, c'est-à-dire qu'on ne révèle pas son origine. On peut supposer, des fois il y a des petits indices qui sont donnés, même si Yoda c'est très très flou, voire complètement absent, mais Revan reste un personnage de l'ombre pendant très longtemps. On le voit de temps en temps dans ces bandes dessinées là, je crois que c'est dans la deuxième, on le voit en fait face au conseil Jedi, où il demande de l'aide puisqu'il y a plusieurs Jedi qui ont été faits prisonniers sur Flashpoint. Et le conseil lui dit, bah voilà, à cause de toi et de tes envies de guerroyer contre les Mandaloriens, on a des Jedi qui se sont fait capturer sur Flashpoint et qui étaient plus ou moins sous tes ordres, donc va les libérer. Et c'est finalement Zen Karik qui va les libérer. Donc du coup, on a vraiment Zen Karik qui va servir de fil rouge, qui va indirectement aider des fois Revan, qui va nous permettre aussi de voir la transformation des personnages, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas le temps de voir. Vu qu'on ne peut pas aborder Revan, je pense pour des questions de droit, je pense que c'est simplement les studios de développement de jeux qui disaient non, vous n'avez pas le droit de toucher à Revan, vous pouvez un petit peu l'évoquer, mais vous n'avez pas le droit de construire un background sur Revan. Sans doute parce qu'ils se réservaient le droit, notamment avec la sortie de Knights of the Old Republic 2 et du jeu vidéo, du MMO The Old Republic, ils se réservaient le droit de donner d'autres informations sur Revan, de distiller cette information dans le temps. Du coup, ils n'ont pas pu vraiment faire des comics basés sur Revan, même si maintenant il y a eu un roman. Parce que en fait, les jeux sont sortis, donc du coup il n'y a plus trop de choses à cacher. Et afin de suivre l'évolution des personnages de Revan et notamment de Malak, ça c'est très important de Malak, afin de suivre l'évolution de ces personnages-là, on a construit Zen Karik de façon à ce qu'il croise Malak de manière suffisamment régulière pour qu'on voit la métamorphose, comment Malak est devenu Squint à l'origine, donc Alec Squinkar Gesimus, qui se fait appeler Squint et qui plus tard se fera appeler Malak, comment il passe du chevalier de Jedi ami de Revan à l'apprenti de Revan en tant que, alors je vais spoiler un petit peu le prochain épisode, mais c'est pas très grave parce que c'est quelque chose qui est assez connu, comment il devient l'apprenti de Revan, Revan qui est lui le seigneur noir des Sith. Voilà, il y a en fait tout cet aspect d'évolution des personnages. On se dit, mais comment ça se fait que des mecs comme ça débarquent, on a bien entendu un petit peu parler de leurs histoires dans les jeux vidéo, mais il n'y a rien de plus. Et là on voit en fait petit à petit Malak, donc Squint, qui évolue, qui va notamment laisser libre cours à ses sentiments vis-à-vis du personnage de Jarael. Et si on se dit qu'il est capable de laisser libre cours à ses sentiments vis-à-vis du personnage de Jarael, c'est qu'il peut le faire à d'autres occasions, notamment il peut laisser éclater sa colère, il peut vraiment se lâcher complètement, il n'a plus vraiment de barrière. C'est-à-dire que contrairement à d'autres Jedi qui suivent le credo des Jedi, qui n'ont pas d'attachement ni affectif ni physique, là, visiblement, c'est pas le cas de Malak, qui n'a aucune gêne à éprouver des sentiments pour quelqu'un et qui n'essaye même pas de les cacher.
va faire vraiment du rentre-dedans à Jarael, c'est vraiment montrer que il devient de plus en plus sûr de lui, arrogant, et on peut supposer, par l'intermédiaire de Malak, qui du coup je pense avait été plus facilement malléable que Revan, je parle bien sûr dans les droits d'utilisation du personnage, on peut plus facilement imaginer que les scénaristes ont dit on va traiter Malak, et le traitement de Malak fera écho à la descente aux enfers de Revan, comment petit à petit il a été amené à basculer du côté obscur. Alors voilà, c'était un traitement un peu long pour amener le parallélisme entre Revan et Malak, mais c'était quelque chose qui me semblait quand même relativement important, dans le sens où certains éléments clés de l'histoire de Malak, et je vous en parlerai plus dans le prochain épisode, dans le prochain arc narratif, sont déjà évoqués, et si on analyse bien ce qui se passe dans ces bandes dessinées là, on sait déjà d'avance, on le sait quasiment dès le tome 2 en fait, que si quelqu'un ne connaît absolument pas l'histoire de Revan et de Malak, dès le tome 2 de la série Chevalier de l'Ancienne République, on sait que Malak va basculer du côté obscur. C'est quelque chose qui est annoncé. Alors, je vous laisserai chercher la manière dont il est annoncé. Je le dévoilerai dans le prochain épisode qui traitera notamment de Revan et de Malak. Peut-être dans 2 épisodes parce que le temps de traiter tout, il y aura peut-être beaucoup à dire. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant d'avoir créé un personnage secondaire, secondaire dans l'histoire de l'univers étendu, comme Zein-Karik, pour servir de fil rouge à l'histoire de Revan et Malak en tant que spectateur à distance des guerres mandaloriennes. Alors pour la deuxième partie, l'histoire du Creuset, qui commence à partir de ce tome-là, c'est plus quelque chose qui va amener en fait le personnage de Jarael à évoluer, à se dévoiler. Parce qu'après tout, on ne pouvait pas terminer l'histoire comme elle se termine ici en disant chacun repart de son côté et puis ciao. Ça va très bien dans certaines œuvres qui marchent très bien sur ce principe-là, mais dans la mesure où on a vu une certaine complicité naître entre Jarael et Zein-Karik, forcément ça pouvait pas s'arrêter là, dire ah bah tiens on est presque tombé amoureux l'un de l'autre, mais maintenant on s'en va, au revoir, ciao. Non. Il y avait des éléments qui étaient dévoilés un petit peu disséminés à droite à gauche dans les premiers, donc par exemple dans la station Flashpoint, où on a des Magol qui s'intéressent énormément à Jarael quand il voit les oreilles pointues, et il se dit tiens, peut-être les marques du Creuset aussi, parce que il a vu quelque chose chez Jarael qui est étonnant. Le fait est que c'est les oreilles pointues qui évoquent ça. Et on se dit tiens, c'est bizarre, pourquoi et en fait c'est pas traité, ça sera traité que plus tard. Et il y a plein d'éléments comme ça qui sont amenés et qui ne sont pas traités. Alors, est-ce qu'à l'origine, ils avaient prévu de s'arrêter au tome 5 ou est-ce qu'ils avaient prévu vraiment de continuer, d'enchaîner avec le Creuset ? Je sais pas trop, je me pose des questions là-dessus. Est-ce qu'ils se sont dit, une fois arrivé à celui-là, ils ont dit, on va pas vraiment terminer l'histoire, on va enchaîner. Peut-être. Le fait est que l'histoire s'achève avec le 8. Et clairement, vous n'avez pas besoin du 9. Le 9 n'apporte rien en termes de scénario, en termes d'histoire, si ce n'est clairement l'entrée en guerre de la République contre les Mandaloriens de manière complètement ouverte, bien qu'elle soit déjà abordée dans l'un des deux. Je crois que c'est dans celui-là. Et du coup, on peut se poser la question de pourquoi avoir fait ce tome 9, puisqu'il ne présente que Zeyn sur un champ de bataille. Il présente un petit peu la vie des Mandaloriens, mais sans plus. En gros, c'est plus quelque chose qui... le tome 9, je pense qu'il est plus là à la fois pour nous faire relativiser sur le côté des Mandaloriens, dire oui, les Mandaloriens, c'est pas tous des êtres sanguinaires. Quand on regarde, on a des Mandaloriens qui sont sympathiques, ils ont des familles, ils ont des enfants, donc du coup, c'est pas juste des guerriers sanguinaires ils sont prêts à aller mourir au combat. Mais du coup... on peut se poser la question de la réelle volonté derrière le tome 9 d'avoir à présenter quelque chose. Si ce n'est adoucir le côté des Mandaloriens et continuer dans la certitude que Zeyn finit avec Jarael, on n'a rien de plus. Et la preuve en est, c'est que je vous ai vraiment résumé et bâclé l'épisode 9, j'ose le dire, parce que pour moi il ne présente aucun intérêt.
scénaristiquement, il n'apporte absolument rien à l'histoire. On sait juste qu'à un moment donné, des Jedi se sont battus aux côtés des Mandaloriens et qu'après ils ont été incarcérés. C'est tout. En dehors de ça, ça n'a pas créé de mouvement de révolte chez les Jedi qui ont pris le parti des Mandaloriens. Il y avait juste ces 2-3 Jedi qui étaient là, mais sans plus. Et en dehors de ça, en fait, ça fait un peu l'effet pétard mouillé. C'est on vous annonce un truc qui est énorme, mais en fait non. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce nouveau format vous plaît. Et s'il ne vous plaît pas, s'il vous semble qu'il manque quelque chose ou qu'il y a des choses en trop, ça peut être possible également, peut-être que je fais trop bien mon travail. À ce moment-là, s'il y a des choses en trop, peut-être que je le fais mal. Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quel sera le sujet, je ne sais pas si ce sera un épisode du nouvel arc narratif ou peut-être un interlude, parce que la semaine prochaine je risque d'être très pris, cette semaine je risque d'être très pris au niveau de mon travail, et du coup je n'aurai peut-être pas le temps d'écrire ou de tourner un épisode, voilà. Mais je serai quand même là la semaine prochaine avec une nouvelle émission. Ciao et que la force soit avec vous.